Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado est une présentation de Québec Oiseaux. Je vais commencer l'épisode de février en parlant du sujet du mois de janvier. Le sujet qui a tenu le Québec en haleine, évidemment, cet hiver, c'est celui du rouge-gorge familier, cet oiseau européen qui a décidé d'apparaître à Montréal en janvier et à propos duquel je vous invite à réécouter ce qu'on en avait dit en janvier dernier. C'est un peu grâce à ce marqueur temporel de la balado-diffusion, en fait, que je me suis rendu compte que ça fait maintenant plus d'1 mois que l'oiseau a été découvert et il se présente encore à tous les jours à son poste d'alimentation. Les histoires d'oiseaux perdus provoquent parfois une certaine tristesse chez les ornithologues après l'excitation de la découverte, parce qu'il arrive assez fréquemment qu'un oiseau arrivé de loin ne soit pas adapté au territoire québécois et qu'il finisse malheureusement par décéder, surtout quand il est au Québec en hiver. Le rouge-gorge familier de cette année semble vouloir déjouer les pronostics et il tient bon, malgré le temps d'ailleurs très froid qu'on a eu en ce début d'année. Avec le mois de février bien entamé, je crois qu'on n'a pas de raison de penser qu'il ne peut pas finir l'hiver avec nous et qu'il pourrait ensuite mener sa vie de rouge-gorge pour un moment à Montréal. Je me réjouis évidemment aussi de la couverture médiatique que l'oiseau a eue, alors qu'on a lu et entendu beaucoup de choses à son sujet sur presque tous les médias de la province et même à l'étranger. C'est toujours une bonne nouvelle pour notre passe-temps quand le grand public peut voir sa curiosité piquer et peut-être jeter un œil de notre bord, se demander est-ce que ça serait pour moi ce passe-temps-là, peut-être se laisser convaincre de basculer du côté des ornithologues. Je souligne aussi la solidarité des ornithologues. Plusieurs ont contribué à acheter de la nourriture ou des abris spécialement pour le rouge-gorge et il semble avoir adopté les infrastructures qu'on a mises en place pour lui avec beaucoup de joie. Évidemment, on ne peut pas trop faire dans l'anthropomorphisme, mais bon. Aujourd'hui, on commence avec vous à rêver de printemps et d'un des oiseaux qu'on y associe le plus, ne serait-ce qu'à cause du proverbe, l'hirondelle. Plus précisément, on va vous parler de l'hirondelle à front blanc, alors que Jean-Philippe Rousseau va venir nous présenter un reportage à paraître dans le numéro de printemps de la revue Québec Oiseaux, un reportage vraiment intéressant sur comment on fait quand un oiseau choisit les structures humaines pour installer son nid et qu'on doit déconstruire l'habitat concerné. Bonne écoute! Je suis à nouveau chez moi avec Jean-Philippe Rousseau qui vient nous présenter son reportage sur l'hirondelle à front blanc qui va être publié dans le numéro de printemps du magazine Québec Oiseaux. Jean-Philippe, merci d'être à nouveau ici, de venir nous présenter le fruit de ton travail en détail. Donc, on peut profiter du balado pour développer certains points. Merci beaucoup d'être là. Oui, et faire entendre des intervenants aussi. Oui, c'est ça, entendre les voix finalement qui ont mené à la réalisation du reportage. On mentionne, pour commencer, que c'est d'une certaine façon, c'est comme un peu le deuxième épisode, suite et fin, d'un épisode qu'on avait déjà présenté. Je ne sais pas si tu peux nous rappeler. Au printemps 2025. Donc, ça s'intitulait Les Faucons Ponts. Donc, on avait raconté l'histoire de comment des biologistes mandatés par la Société fédérale, puis JCCI, donc ce sont des biologistes d'environnement faucon qui font le suivi des populations de faucons pèlerins, notamment. On parlait du cas du pont Jacques-Cartier, là, mais des faucons pèlerins, il y en a sur presque tous les grands ponts là, dans le Grand Montréal. Là. Alors, on avait parlé de ça. Si vous avez écouté le balado ou si vous voulez réécouter le balado, on parlait des hirondelles à front blanc. Donc, le balado évoluait jusqu'aux hirondelles à front blanc du pont de l'île d'Orléans, du nouveau pont de l'île d'Orléans, qui est en construction maintenant. Et ce sont deux histoires qui sont interreliées, puis c'est vraiment intéressant de voir comment, justement, cette science appliquée-là de terrain, tout est dans tout, comme on dit. Oui. Alors, si vous vous souvenez des épisodes, on avait entendu des biologistes du ministère des Transports du Québec qu'on va réentendre aujourd'hui. Les hirondelles à front blanc ont un destin qui est également lié, finalement, à l'existence des ponts au-dessus du fleuve Saint-Laurent, dans le cas qui nous occupe. Et puis, est-ce que tu peux peut-être nous ramener au tout début, en tout cas, du point de vue de ces biologistes, de toute cette histoire-là, comment tout ça a commencé? Comment on a commencé à s'intéresser aux hirondelles à front blanc des ponts qui traversent le Saint-Laurent? Parce que, bon, ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est l'histoire de la science appliquée. C'est qu'il y a la science de laboratoire qu'on a en tête, mais sur le terrain, au Québec et partout, il y a des biologistes qui sont là, évidemment, peu importe la saison, peu importe le type d'environnement. Souvent, on les imagine dans le bois, dans la forêt boréale, mais il y en a ici, dans
des embarcations sur le Saint-Laurent, autour de Montréal, qui font du travail de terrain tout l'été. Et c'est un peu comme ça que l'histoire a commencé. Puis ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui se déroule là, sur 20 ans. Donc, je vous ramène en 2011. C'est la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée, donc PJCCI, qui gère les infrastructures fédérales qui engendrent le fleuve Saint-Laurent. Donc, Champlain, Jacques-Cartier, une partie du pont Honoré-Mercier, etc. Donc, déjà dans ces années-là, si vous vous souvenez, fin des années 2000, début des années 2010, là, c'était la fin du pont Champlain, de l'ancien pont Champlain qui tombait en ruine, qu'on n'arrêtait pas de patcher en bon français pour pas qu'il s'effondre. Et dans la planification, notamment, un des aspects de la planification du nouveau pont Champlain qui allait être construit dans les années 2010, il y avait l'avifaune. Donc, on a parlé des faucons pèlerins. Et il y a aussi des hirondelles à front blanc. Donc, dans le secteur de Montréal, dans le sud-ouest de Montréal, Pont-Champlain, Estacade, Pont-l'Île-des-Sœurs, dans ce coin-là, c'est une méga-colonie. Donc, c'est considéré comme une colonie d'hirondelles à front blanc qui niche sur différentes infrastructures dans ce coin-là. Et pourquoi c'est considéré comme une méga-colonie? C'est parce qu'il y a des interactions entre les individus, entre les nids, etc. Et ça, c'est une des plus grandes colonies. Là. C'est vraiment une colonie très importante. Je crois même, si je me trompe pas, là, j'y vais simplement comme ça, mais je pense même que c'est la plus grosse colonie d'hirondelles à front blanc au Québec. Si je ne me trompe pas, j'ai déjà entendu ça. Alors peut-être qu'on recevra des courriels ou peut-être que tu es au courant. Peut-être qu'on recevra des courriels si jamais je me trompe, mais si je me souviens bien, c'est la plus grosse colonie d'hirondelles à front blanc du Québec. En tout cas, moi, j'en ai vu peut-être quelques colonies, 5 ou 6 différentes, et vraiment, il n'y a rien qui est semblable à celle du pont Champlain. Oui, et quand vous partez de Brassard, vous traversez le pont Champlain, l'ancien pont, c'était pareil, là, et vous sortez à droite pour l'île des Sœurs, vers le centre-ville, là, une route de Bonaventure. Donc, le pont Champlain arrive sur l'île des Sœurs, et de l'île des Sœurs à l'île de Montréal, il y a un autre petit pont qui s'appelle le pont Clément, qui est maintenant bordé là, d'un côté par les tours, là, les grandes tours de Belle, là, qui sont maintenant construites là. Donc, et de l'autre côté, il y a les studios de cinéma Mills. Donc, c'est vraiment ce petit pont-là qui a 8 ponceaux en dessous. Là. Donc, c'est un pont qui est quand même assez petit. Mais en dessous de ce pont-là, il y a vraiment beaucoup d'hirondelles à front blanc. Ah, et on s'en doute pas, exactement, on s'en doute pas. Mais si vous allez sur les berges, vous allez les voir virevolter l'été. Là, ils mangent des insectes au-dessus de l'eau. Donc, l'espèce de bras d'eau qui sépare l'île des Sœurs de l'île de Montréal. Et je me suis retrouvé, en fait, je vous ramène en juin 2024, parce que le journaliste scientifique, souvent, c'est des projets à long terme. Donc, en juin 2024, la première sortie sur le fleuve Saint-Laurent à bord d'un Zodiac avec 3 biologistes d'environnement faucon. Donc, c'est là que l'histoire a commencé, en fait, que mon premier contact avec les hirondelles à front blanc. Pourquoi? Parce que ces biologistes-là comptent carrément les hirondelles, comptent les nids, combien de nids il y a, combien il y a de nids qui sont occupés. Donc, à chaque année, il y a un inventaire des populations d'hirondelles à front blanc qui a commencé en 2011. Donc, voilà le lien. Alors, quand toi, tu les as vus, ça faisait déjà 13 ans. Ça fait déjà 13 ans, exactement. Donc, ce genre d'inventaire-là, je vous propose, là, j'ai quelques extraits sonores pour vous donner une idée de comment ça se passe. Okay. On est 3 personnes, ben là, on était 4 avec moi, des biologistes qui ont des jumelles, caméra thermique, une qui a un clipboard là, pour écrire, pour prendre des notes, donc, et qui note toutes les observations. Je vous amène, imaginez, là, sur le pont Clément, on est au mois de juin en 2024. On fait un passage dans un sens pour regarder tous les nids qui sont ouverts dans une direction. Regardez, il y en a combien, on les compte. Et ensuite de ça, dépendamment du nombre, on fait dans l'autre sens. Celui du haut, il est chaud. L'autre est froid. Ça veut dire que celui du haut est actif et celui du bas est sûrement inactif. Montréal, 12-13, des deux, t'en as un. Il est actif au visuel et chaud. T'en as sur D3, t'en as 5. 2, un par-dessus l'autre dans le coin aval. 3 en lignée du côté amont. Au niveau de la caméra thermique, pour ceux-là, le top en aval est chaud, puis les 2 complètement en amont sont chauds. Donc, la première observation, c'est vraiment pour faire un décompte complet de toutes les nids qu'on trouve sur cette travée-là. Si on en voit qui sont actifs, donc une hirondelle dedans ou qu'on voit qu'il y a du mouvement entrer-sortir, par exemple, on les compte tout de suite. Mais on ne cherche pas particulièrement à attendre et à regarder s'ils sont actifs parce qu'on va un décompte complet. Puis ensuite de ça, on fait un deuxième passage avec la caméra thermique si on n'a pas eu le temps de le faire lors du premier passage pour vérifier s'ils sont chauds ou froids. S'ils sont froids, c'est parce qu'il n'y a pas d'oisillon dedans à la caméra thermique. C'est la théorie, puis en pratique, c'est pas mal ça aussi. Mais on est en train vraiment d'évaluer ça, de confirmer que quand c'est froid, dans ces conditions-ci, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oiseaux dedans et que c'est pas actif. Parce que présentement, si on le fait juste au visuel, on doit attendre 30 minutes pour confirmer qu'ils sont pas actifs.
Qu'avec la caméra thermique, ça nous permettrait de réduire notre temps en gardant une très bonne fiabilité des données. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'on vient d'entendre. Exactement. Donc, elle qu'on entend, c'est Marine Lecoadou, qui est biologiste spécialisée en conservation chez Environnement Faucon. Et à côté, on entend un petit peu aussi Hugo et Sarah, qui sont 2 autres biologistes. Donc, c'est l'équipe dont je te parlais. Donc, 3 personnes, imaginez, qui passent. On a passé là, plusieurs heures dans l'embarcation. Donc, c'est une journée de travail pratiquement. Et Marine, vous l'entendez un peu expliquer, regarde avec sa jumelle, on regarde les nids, est-ce qu'il y a de l'activité? S'il n'y en a pas, il faut attendre un certain temps pour regarder une deuxième fois. S'il n'y en a pas, ben alors on considère que le nid est inactif. Et l'idée de la caméra thermique est d'accélérer le processus parce que la caméra thermique permet de voir à l'intérieur du nid si c'est chaud, il y a des oisillons, si c'est froid, il y en a pas. Ou un oiseau en train de couver. Exactement. etc. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment de l'observation terrain qui est faite toutes les années depuis 2011. Et ce qui nous ramène justement au début de la planification du nouveau pont Champlain, parce que là, quand est venu le temps qu'on allait déconstruire le pont, que fait-on avec ces colonies d'hirondelles à front blanc qui nichaient sur l'ancien pont Champlain? Oui, puis qui n'auront plus de support. Donc, alors, déjà, peut-être que ça vaudrait la peine. Peut-être que pour les éditeurs, ils ne sont pas familiers avec ça. L'hirondelle à front blanc, c'est un oiseau qui construit son nid comme accroché après des structures. On imagine probablement dans la nature, par exemple, des falaises ou des choses comme ça, et qui construit son nid dans une espèce de poterie, qui ramasse de la boue. De la boue, c'est de la boue. Qui, mélangée avec sa salive, ça fait quelque chose qui colle, puis c'est comme une espèce de... Je sais pas comment décrire ça. C'est comme une ruche, en fait. Ça ressemble beaucoup à une ruche. Oui, c'est ça, avec une ouverture au bout, là, pour une ouverture ronde, comme on imagine de cabane à moineaux. Mais c'est vraiment comme une ruche qui descend des structures. Et ces structures-là sont collées, donc ça prend des structures poreuses et rugueuses, et pour pouvoir, justement, l'adhérence. Et si vous voyez qu'au fil des ans, souvent, les nids tombent, en fait, après un certain nombre d'années. Donc, on voit souvent les cernes. Tu regardez en dessous du pont, là, il y a les cernes des anciens nids, et là, ils viennent construire des nouveaux nids. Si la structure est encore là l'année d'après, elles peuvent le réutiliser. S'il n'y en a pas, elles vont reconstruire, etc. Donc, c'est pour ça que sur une structure comme le pont Clément, comme l'estacade du pont Champlain, il y a beaucoup, beaucoup de nids, parfois qui sont à moitié détruits parce qu'ils se sont effondrés. Il y en a d'autres qui sont complets. Il y en a qui sont réutilisés. Donc, c'est l'inventaire de tous ces nids-là. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est inactif qu'on fait. Et dans le besoin de planifier le déménagement, entre guillemets, de cette colonie-là vers le nouveau pont Champlain, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait un besoin, en fait. Donc, le besoin est... De protéger Exactement. Les oiseaux, c'est-à-dire de ne pas détruire cette colonie-là qui est installée puis qui connaît un excellent succès, finalement. Parce qu'il y a le besoin de conservation, mais aussi le besoin que détruire des nids d'oiseaux migrateurs, c'est illégal. Contraire à la loi sur les oiseaux migrateurs. Exactement, et c'est des pénalités financières très importantes. Donc, pour le constructeur, il y a l'effort de conservation, mais il y a aussi l'effort aussi, là, qui est légal. Là. Et c'est là que les biologistes d'Environnement Faucon ont commencé à faire des recherches dans la littérature scientifique, contacter des chercheurs un peu partout en Amérique du Nord pour voir qu'est-ce qui existait. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien vraiment qui s'appliquait, qui pouvait servir de solution ici au Québec. Alors, ce problème-là s'était jamais vraiment posé dans ces termes-là ici, ailleurs, maintenant. De façon qu'on aurait pu simplement importer une solution de l'étranger. Alors, exactement. Et là, on est rendu au début 2015, au début de la construction du nouveau pont Champlain. Les inventaires se faisaient et on en est venu qu'à décider d'inventer une solution dont on vous parle notamment dans l'article et qui est une poutrelle à hirondelle. Bon, c'est le nom que je lui ai donné. Okay. C'est pas le nom officiel, mais c'est le nom maintenant que poutrelle à hirondelle, vous allez lire dans le magazine. Et c'est intéressant parce que ça, c'est de la science appliquée, là. Donc, on a des biologistes qui ont des besoins. Et là, ils travaillaient avec des ingénieurs, des architectes mandatés, des sous-contractants mandatés dans la construction du nouveau pont Champlain, et avec Infrastructure Canada notamment, pour, qu'est-ce qu'on fait pour ces hirondelles-là? Donc, il y a eu tout un plan de développement. Les biologistes, ils ont étudié ce qui se faisait, des nids en papier mâché, des fois qu'on a déjà vu, des constructions en bois, c'est pas vraiment ça. Donc, je vous propose d'écouter Marie-Lou Skelling. Elle est biologiste aussi spécialisée en gestion de la faune, et elle est directrice des opérations chez Environnement Faucon. Elle est là depuis les tout débuts du projet. C'est intéressant de voir comment ils ont été inspirés. En faisant les inventaires annuels, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'à l'ancien pont Champlain, il avait rajouté ce qu'il appelait des arbalètes. C'était une grosse structure de métal qui venait s'insérer. Mais ça faisait un genre de trapèze, une forme de trapèze. C'était des gros morceaux de métaux qui se mettaient sur les poutres de rive, puis ça venait comme solidifier la structure. Ça, c'est en soignant le pont qui était en train de... Exactement. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que
au niveau de l'intersection des poutres de métal, il y avait plein de petits carrés. Puis les hirondelles, ils se sont mis à nicher dans tous ces petits carrés-là. Puis aussi, à l'estacade aussi, il y avait des poutrelles qui tiennent encore, en fait, la piste cyclable. Puis ça aussi, on voyait que la poutrelle, en fait, qui, elle, était pas divisée, là, c'était pas une division, c'était juste un genre de petit beam de métal. Mais lui, il y avait plusieurs nids d'hirondelles qui venaient s'accoter à ça. Fait qu'on a combiné les deux idées avec une poutre de métal divisée en subdivisions de la taille de ce qu'on avait aperçu. Donc, vous entendez Marie-Lou qui explique d'où est venue l'inspiration, donc de deux structures qu'elles ont vues sur l'ancien pont et sur l'estacade. Donc, des structures qui étaient là sans raison pour soigner le pont. Vous vous souvenez, dans les années 2010, comment on patchait, je ramène le mot en mot français, on réparait le pont pour le tenir en survie. Et c'est dans ces structures-là qu'on a ajouté au fil des années que les hirondelles se sont développées des nouvelles façons de nicher. Et donc, c'est comme en observant finalement quel était le type spécifique de structure que les hirondelles aimaient le plus ou ont adopté, qu'ils se sont dit on va reproduire ça. Et ce que ça a donné, ben vous le voyez dans le magazine, c'est un morceau, les poutrelles à hirondelles, ce sont des poutrelles en métal là, qui ont peut-être environ, 2 mètres de long, et selon la longueur, et sont subdivisées des deux côtés, recto-verso, comme Marie-Lou aime le dire. Okay. Et de chaque côté, il y a des espèces d'ouvertures de 15 cm par 12-15 cm. Donc, ce sont vraiment une longue poutrelle divisée comme une espèce d'immeuble à condo, mais à l'horizontale. Donc, ce qui fait que les hirondelles peuvent simplement fermer la façade et garder une ouverture pour le trou. Et donc, ils ont déjà 3 murs de préconstruits, essentiellement, et fermer le 4e mur, et c'est ça. Donc... oui, OK. Donc, ils se donnent même pas la peine de le tapisser nécessairement debout. Exactement. De l'autre côté. Ils disent, on a déjà notre trou de fête. C'est vraiment fascinant parce que moi, je suis un gars de la Rive-Sud de Brossard, et ça m'a vraiment donné l'image du 10-30, qui est l'idée de densifier la banlieue. Et c'est ce que je faisais remarquer aux biologistes. Eux, dans le fond, ils ont densifié la colonie d'hirondelles à front blanc à l'extrémité du pont, exactement comme nos agglomérations font dans le Grand Montréal, dans le Grand Québec. Donc, je trouvais l'analogie très, très comique. Et c'est ça. Donc, l'idée de la poutrelle, il y a eu plusieurs itérations. En 2015, on a installé des prototypes. On a vu qu'est-ce qui marchait moins. Essentiellement, on en est venu qu'avec ce produit, dont les photos sont dans le magazine, vous pouvez aller voir. Mais ce sont des poutrelles qui sont, pas esthétiques, mais elles n'ont pas d'utilité dans la structure du pont. Donc, elles sont comme ajoutées en dessous. Ah oui. Donc, en dessous du pont Clément, il y a 4 poutrelles, donc 20 ouvertures de chaque côté, 40 x 4, donc c'est 160 nids à hirondelles dans l'espace de quelques mètres carrés. Là. Donc, on vient énormément densifier la colonie juste en dessous du pont Clément. Et là, ces poutrelles-là, c'est ce qu'on a installé éventuellement sur l'estacade de l'ancien pont Champlain. Alors là, donc évidemment, comme tout le monde le sait maintenant, l'ancien pont Champlain, là, il est détruit, c'est fini. Les colonies qui étaient dessus ont donc disparu. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'ils ont été capables de faire migrer la colonie sur le nouveau pont? Vraiment très intéressant parce que la déconstruction, on parle pas de destruction, on parle de déconstruction du pont Champlain. Oui. Mais c'est vrai parce que avant, on l'aurait peut-être fait exploser dans le fleuve, mais maintenant... oui. La déconstruction du pont Champlain s'est étalée sur plusieurs années. Donc, à mesure qu'on déconstruisait une section du pont, avant que les hirondelles reviennent au printemps, on mettait des filets sur les endroits où est-ce qu'elles avaient des nids et on avait installé des poutrelles sur l'estacade pour les empêcher d'aller dans les anciens nids et les inciter de déménager de l'autre côté. L'estacade, c'était à quelques dizaines de mètres du pont Champlain. C'est pas tellement loin. Exactement. Et l'estacade, elle, était là pour rester. Donc ça l'a beaucoup aidé au déménagement parce qu'il y avait déjà beaucoup d'hirondelles sur l'estacade et le fait justement de profiter du fait que cet endroit-là était déjà très populaire. On a réussi justement au fil des années avec un taux d'occupation de 100%. Là. Donc à chaque fois qu'on installait des nouvelles poutrelles, le taux d'occupation était de 100%. Wow. Et les hirondelles aiment ça, être proche de la rive. Donc, c'est sûr que l'estacade est longue là, entre la voie maritime et l'île des Sœurs. Mais donc, on a profité là, des quelques dizaines les premiers piliers, dans le fond, là, donc pour concentrer, densifier la colonie autour de l'estacade. C'est sûr qu'avec un taux d'occupation de 100%, là, on ne sait pas si les journaux d'Hirondelles à front blanc parlent de crise du logement. Exactement. Là, mais c'est intéressant parce que je parlais au début du super colonie. On avait construit un pont temporaire pour l'île des Sœurs. Il y avait des hirondelles là. Il a fallu qu'on les fasse aussi migrer. Le nouveau pont du REM qui traverse aussi là, dans le coin des studios de cinéma. Le pont Clément. Donc, tout ça là, fait partie justement d'installation là, de ce projet-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment cette solution-là, en l'espace de quelques années, là, 2011, et là, on est rendu en
en 2020, le début de la déconstruction du pont Champlain a commencé quand l'autre a été mis en service. Donc, de 2020, là, dans les années qui ont suivi, c'est là qu'on a vraiment commencé et réussi à faire migrer la colonie vers l'estacade là, graduellement à mesure que le pont était déconstruit. Là. Pour les gens qui sont inquiets, une des choses à laquelle ça m'a fait penser immédiatement, c'est parce qu'on se dit, c'est quand même dramatique qu'ils reviennent, puis il y a un filet par-dessus leur ancienne colonie. C'est quelque chose qui peut se passer dans la nature aussi. Donc, c'est-à-dire que s'ils nichent sur une falaise, il s'agit qu'il y a une partie, pendant l'hiver, gel-dégel, une partie de la structure d'une falaise qui se soit effondrée. Puis il est possible aussi que dans la nature, les hirondelles reviennent au printemps suivant, puis que le site qui s'utilisait pour nicher soit plus disponible. Donc, c'est quand même des comportements, finalement, qui se rapprochent probablement de comportements naturels où les oiseaux vont tout simplement se dire, ça marche plus ici, on va partir à la recherche d'un autre site adéquat. Alors, tout ça est rendu possible grâce à une innovation scientifique, donc grâce à quelque chose qui a été développé par les scientifiques sur le terrain. Pour un besoin... Déjà, là, on est sur une décennie quasiment. Oui, une décennie. Et maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences même ou est-ce que ça s'est développé encore plus? Parle-nous maintenant de vers quoi ça se dirige maintenant, cette innovation-là. Intéressant dans cette histoire-là, c'est que au Québec, on a le fédéral, évidemment, là, pour les ponts à Montréal, mais le ministère des Transports du Québec, qui est un autre grand donneur d'ouvrage, un autre grand gestionnaire de chantier, de construction. Ces scientifiques-là, comme tous les scientifiques, se parlent. Évidemment, il y a une communauté qui existe, il y a des congrès. Et les gens du ministère des Transports, chaque division régionale du ministère des Transports a des biologistes qui, eux, voient justement la gestion des chantiers versus la biodiversité, l'environnement, etc. Et des biologistes du MTMD, du ministère des Transports et de la mobilité durable, avec les années, au début des années 2020, ont rencontré des gens d'Environnement Faucon et de PJCCI. Et il y a une valorisation des connaissances, c'est-à-dire un transfert des connaissances, de l'expertise qui s'est fait de Montréal vers Québec, du fédéral vers le provincial. Et essentiellement, c'est l'utilisation de ces poutrelles-là ailleurs. Ça, c'est vraiment intéressant de voir que... Et là, si vous suivez un peu l'actualité des chantiers, à Québec, dans le Grand Québec, le nouveau pont de l'île d'Orléans, qui est un méga chantier, qui était dans... Très gros pont. Exactement, qui est dans les cartons, qui a été développé dans les années 2010. Et là, le projet du nouveau pont de l'île d'Orléans, le pont a commencé à être construit l'année dernière, il y a 2 ans, en 2024, mais évidemment, ça fait plusieurs années que c'est en planification. Et sur l'ancien pont de l'île d'Orléans, le pont actuel, il y a une colonie d'hirondelles à front blanc. Donc, en 2018, je crois qu'il y avait quelque chose comme 200 nids, 80 couples nicheurs. Dans les années, ce sont des chiffres dans les années justement de la planification. Et vous vous souvenez, l'année dernière, dans les Faucons du Pont, on avait parlé à des biologistes du MTMD. C'est ces mêmes personnes-là qui me parlaient des hirondelles à front blanc parce que l'hirondelle à front blanc est une espèce qui n'a pas de statut au Québec et au Canada. C'est quand même une espèce qui est en fort déclin, comme la plupart des insectivores aériens. Donc, la présence de cette colonie-là posait un questionnement. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ces... Tout que c'est interdit de détruire les nids de toute façon en vertu des lois, comme on l'a déjà mentionné plus tôt dans la balado. À Québec, sur l'île d'Orléans, il y avait un besoin de faire migrer une colonie et on avait la solution qui avait été développée à Montréal. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment cette poutrelle à hirondelles-là a inspiré les gens au ministère des Transports à Québec. Le cas du pont de l'ancien pont de l'île d'Orléans est intéressant parce que c'est un chantier que le ministère des Transports dit qu'il va être à la fine pointe des normes environnementales, autant dans la gestion de l'environnement, de la biodiversité, des cours d'eau, etc. Si vous connaissez un peu Québec, le pont arrive là, à l'autour de Bois-Châtel, à peu près. Exactement, là, un peu passé Beauport. Mais ça, c'est quand même très urbain. Oui. Mais de l'autre côté, du côté de l'île d'Orléans, c'est très boisé. C'est très, très... c'est un milieu naturel là, quand vous arrivez à l'île d'Orléans. Donc, il y a beaucoup de considérations de ce côté-là. Il y a évidemment le fleuve. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux marins aussi qui sont... Je sais que la baie de Beauport, etc., c'est un site qui est quand même très, très fréquenté par les canards, par les limicoles aussi à une certaine époque de l'année. Donc, il y a beaucoup de considérations environnementales dans ce chantier-là. Et donc, les biologistes m'expliquaient que dans le cahier de charges, dans le devis de construction, là, on a intégré beaucoup de considérations environnementales que le concepteur-constructeur doit suivre, notamment prendre soin de la colonie d'hirondelles.
Mais le problème, c'est que la prochaine structure, la nouvelle structure, un peu comme le nouveau pont Champlain, va être très, très lisse. C'est un endroit qui est exposé au vent, c'est un endroit, les conditions sont pas faciles. Donc, ça risque d'être une structure qui n'est pas nécessairement propice à ce qu'on disait au début. Donc, des structures rugueuses, poreuses, pour que les nids puissent s'accrocher. Exactement. Donc, les poutrelles pourraient être une solution, si besoin est. Ces poutrelles-là font partie un peu de la planification. Donc, ils ne sont pas encore installés. On ne sait pas s'il va y en avoir, puisque peut-être le constructeur va avoir une solution à l'intérieur du design. Mais sinon, les poutrelles pourraient être une solution. Mais reste que le design a inspiré les scientifiques. Et je vous parlais du devis de construction. C'est intéressant parce que je peux vous faire entendre un des biologistes qui s'appelle Martin Lafrance, qui nous explique comment, justement, un chantier comme le nouveau pont de l'île d'Orléans, donc, oblige le concepteur-constructeur à tenir compte de l'environnement. Dans nos exigences techniques, là, on va venir protéger les espèces à statut précaire, mais on va venir aussi protéger les espèces de milieux forestiers, ouverts, milieux humides. Fait qu'on va dire aux concepteurs, constructeurs, si tu dois couper des arbres, il faut que tu fasses préalablement, par exemple, si réalisé par un professionnel qualifié, l'inventaire complet des nids présents sur ces arbres. Puis là, on connaît aussi la réglementation. Là, s'il y a un nid de grand pic, il ne faut pas qu'il soit utilisé pendant 3 ans. En tout cas, il y a des contraintes légales qu'on a intégrées là-dedans. Puis il y a peut-être des bonnes pratiques ou des choses qu'on a rajoutées, nous, qu'on voulait qu'ils soient pris en compte. Puis là, on va segmenter par espèce. Là. Je trouve ça vraiment extrêmement intéressant puis assez fascinant parce que mon impression personnelle, évidemment, je suis quand même de façon assez assidue les dossiers environnementaux, particulièrement évidemment les dossiers qui sont liés aux oiseaux. Quand c'est dans les journaux, par exemple, récemment, c'est pas les oiseaux, mais les développements autour du port de Contrecœur, de comment on essaie de recréer un herbier pour le chevalier cuivré. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas souvent la chance d'entendre concrètement, ça veut dire quoi pour les gens qui travaillent au ministère? Puis là, d'entendre vraiment là, des exigences extrêmement spécifiques comme ça, c'est pas quelque chose de quoi on est très proche. Non, on a vraiment juste les grandes lignes de faut protéger telle espèce, il y a telle espèce qui est présente. C'est vraiment intéressant d'entendre ça. Le cas du nouveau pont de l'île d'Orléans est intéressant parce que là, la construction a commencé en 2024, si je ne m'abuse. Okay. Moi, je suis allé à l'automne 2025. Vous savez, les niveaux d'eau étaient tellement bas. En 2025, le fleuve, là, entre l'île d'Orléans et Québec, on pouvait marcher. Je me suis rendu à pied en dessous du pont. Ils ont un peu les pieds dans la base, mais j'étais en souliers et de rando et on pouvait observer, je voulais voir les nids de la colonie et je suis allé à pied en dessous carrément là, du pont. Là. Et donc, puis on voit du côté Québec, ils ont commencé la construction. Donc, je vous parlais tantôt de comment on fait migrer une colonie. Les gens du nouveau pont Champlain, les gens d'Environnement Faucon, ont des conseils, par exemple, à prodiguer pour dire, par exemple, si on installe les poutrelles, il faut les installer avant l'arrivée des oiseaux. Si on veut condamner des nids, il faut le faire justement avant qu'ils reviennent aussi pour qu'ils puissent aller voir ailleurs. Et si les oiseaux, c'est de l'instinct, c'est plus facile d'aller construire 120 mètres en amont, dans le cas du nouveau pont de l'île d'Orléans. À vol d'oiseaux, très exactement. Donc, très, ils vont probablement y aller. Là. Puis une des choses aussi, finalement, qui me frappe, c'est que, évidemment, on est en train de construire des structures qui vont être là pour vraiment long terme. On espère vraiment que le pont Champlain ou le nouveau pont de l'île d'Orléans sont là pour longtemps, puis qu'on n'aura pas besoin de les remplacer de notre vivant, idéalement pas. Alors, c'est vraiment important de voir que là, maintenant, les mentalités ont comme un peu évolué, si je comprends bien, pour se dire, si c'est quelque chose qui va être là pour des décennies, comment on peut l'intégrer pour réduire l'impact sur l'environnement, finalement? Et on le voit avec ce projet-là qu'on parlait de 2011. On est rendu en 2026, ça fait 15 ans. Et là, le nouveau pont de l'île d'Orléans est en construction. Les mêmes poutrelles ont été installées sur le pont Honoré-Mercier, ici à Montréal, sur la partie provinciale. Donc, à l'automne 2025, on a installé des poutrelles. Il y en a qui vont être installées sur le nouveau pont de l'île aux Tourtes. Je pointe par là-bas, dans l'ouest de Montréal. Donc, entre Vaudreuil-Dorion et Montréal, sur le nouveau pont de l'île aux Tourtes. En Gaspésie aussi. Donc, c'est un pont de la 132 au Barachois, près de Percé. Il y a des poutrelles qui vont être installées là, si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est ça. Donc, et ça, ce sont tous des projets
provinciaux. Donc, on voit que la science appliquée fait du chemin. Ça fait 15 ans, ça continue. Le nouveau pont de l'île d'Orléans, qui est un projet, je rappelle, de 2,7 milliards, est prévu une mise en service en 2028. Fin de la déconstruction en 2033. Imaginez-vous. Donc, la migration de la colonie va finir en 2033, soit 20 ans après. Donc, c'est intéressant. Pour terminer... Donc, les hirondelles qui sont là aujourd'hui verront probablement pas leur nouveau condo fraîchement fabriqué de leur vivant. Ouais, et vous parlez de changement des mentalités. Je vous propose d'écouter, pour terminer, Pierre Molina, qui est PDG d'Environnement Faucon et biologiste aussi. Ça fait juste 20 ans là, qu'on est dans ce processus-là au Québec. Moi, je pense pas que c'est le même dans toutes les provinces non plus. Puis, cette mentalité-là de partager ce savoir-là sur les hirondelles, on s'entend, c'est-à-dire, le Québec est en train de leader beaucoup de ces choses-là. Tu sais, souvent, on attend à quel point on est en retard. Ben, on va donner les lettres de noblesse au MTQ, PGCCI et tout ça. Avec nous, on a réussi à faire des choses qui se faisaient pas ailleurs. Il y avait des soucis ailleurs sur ça. Mais à l'échelle qu'on l'a faite, là, je pense pas que ça a été répliqué, là. Ben écoute, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir été ici, nous avoir présenté ça. C'est vraiment très, très intéressant. J'espère que les auditeurs aussi ont apprécié. Puis à une prochaine fois, certainement. Au plaisir. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Québec Oiseau vous présente le rapport du Rallye des oiseaux de Noël disponible sur son site web sous l'onglet Événements et activités. Le Rallye des oiseaux de Noël est inspiré du recensement des oiseaux de Noël de la Société nationale Audubon qui se déroule à chaque année durant la période des fêtes. Le Rallye des oiseaux de Noël, c'est une activité de science participative. Ce terme désigne les activités de nature scientifique réalisées par le grand public. Du 1er décembre 2025 au 15 janvier 2026, plus de 1300 jeunes de partout au Québec ont participé au Rallye des oiseaux de Noël. C'est un record depuis la mise en place de l'activité. Un total de 3725 listes d'observation ont été remplies et 60 espèces ont été observées. Les jeunes ont participé au rallye par eux-mêmes ou avec leur école, leur famille, à la garderie même ou dans un club ornithologique. À tous ceux qui ont encore le courage, durant ce 3e mois d'hiver, après décembre et janvier, de sortir chercher des oiseaux sans rester à la maison puis attendre simplement qu'il y ait du nouveau du point de vue ornithologique, je vous dis courage! Dès le mois prochain, avec un peu de chance, on devrait voir du mouvement. D'habitude, c'est en mars que les premiers migrateurs se pointent le bec chez nous. Alors d'ici là, je vous souhaite de superbes observations et on se retrouve au mois de mars.